J'ai dit à mon frère, tu mets ma femme mal à l'aise. Après qu'il a continué à la suivre partout, et à dire qu'elle méritait mieux, il a souri d'un air suffisant, tu es juste jaloux. Et j'ai répondu, reprends-toi en main, ou je m'en chargerai. Je garde ça pour moi depuis longtemps, et je sens que si je ne le sors pas, je vais exploser. Ma femme Émilie, une femme de 29 ans, et moi, un homme de 30 ans, sommes mariés depuis un peu plus d'1 an maintenant. Nous nous sommes rencontrés sur une application de rencontre, de tous les endroits possibles. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que quelque chose de sérieux en ressortirait, mais le courant est passé immédiatement. Elle était intelligente, gentille, drôle, et il était tout simplement facile de lui parler. Il ne m'a pas fallu longtemps, pour réaliser qu'elle était la bonne. Nous sommes sortis ensemble pendant 9 mois, avant que je ne la demande en mariage, et 3 mois plus tard, nous nous passions la bague au doigt. Oui, c'était rapide. Certaines personnes pensaient que nous précipitions les choses, mais je ne le regrette pas une seule seconde. Émilie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle est professeure d'art plastique au lycée, super talentueuse et très créative. Elle a cependant traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture, quand elle avait 20 ans, elle s'est donc retrouvée livrée à elle-même, depuis lors. Ce genre d'indépendance et de résilience m'a vraiment attiré chez elle. Elle est le genre de personne qui ne laisse pas les défis de la vie la briser. Elle continue d'avancer, peu importe la difficulté. J'ai admiré cela chez elle, dès le début. Quant à moi, ma vie n'a pas non plus été une promenade de santé. Ma famille est compliquée, pour le dire gentiment. Ma mère, Janet, 54 ans, m'a élevée toute seule. Ma sœur aînée, Chloé, 32 ans, et mon jeune frère, Liam, 28 ans, et moi-même, avons été élevés par elle, après que mon père nous a abandonnés, quand j'avais 10 ans. Il n'est pas mort, ou quoi que ce soit de noble dans ce genre. Il est littéralement parti, un beau jour. Il a dit qu'il avait une opportunité commerciale dans un autre état, a fait son sac, et a franchi la porte. C'est la dernière fois que nous l'avons vu ou entendu parler de lui. Maman a essayé de faire bonne figure, mais je pense que ça l'a brisé. Et quand elle s'est effondrée, elle s'est lourdement appuyée sur Liam. Liam avait 8 ans à l'époque, et maman le traitait comme un petit prince fragile, qui avait besoin de soins constants. Elle avait l'habitude de dire, il est trop jeune, pour comprendre pourquoi son père est parti. Il a besoin de plus d'attention. Et cette attention supplémentaire ne s'est jamais arrêtée. Chloé et moi avons été laissés à nous-mêmes, mais Liam, oh, il a tout eu sur un plateau d'argent. Si Liam voulait quelque chose, maman trouvait toujours un moyen pour que ça se réalise. La toute dernière console de jeu, les meilleurs baskets, tout ce que vous voulez, Liam l'obtenait. Pendant ce temps, je travaillais à temps partiel, dès l'âge de 15 ans, juste pour m'acheter des fournitures scolaires de base. Chloé et moi avions l'habitude d'en plaisanter, en appelant Liam l'enfant prodige. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas drôle. C'était frustrant. Liam a grandi en étant gâté et capricieux, et maman n'a fait qu'empirer les choses. Elle l'a materné, à travers toutes les étapes. Lorsqu'il a abandonné l'université communautaire, après un seul semestre, parce qu'il disait que ce n'était pas son truc, maman n'a même pas scié. Elle a juste haussé les épaules, et lui a confié la gestion de la laverie familiale. Et par gérer, je veux dire qu'il se montrait à peine, pendant que maman faisait tourner l'affaire elle-même. De mon côté, j'ai travaillé d'arrache-pied, pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai payé mes études universitaires, grâce à des bourses et des emplois à temps partiel, j'ai obtenu un diplôme en développement de logiciels, et j'ai décroché un emploi solide, dans une entreprise technologique. Vous penseriez que maman serait fière de moi, pour ça, n'est-ce pas? Eh bien non. Pour elle, j'ai juste eu de la chance avec les ordinateurs, ou un truc du genre. Liam, en revanche, était la véritable réussite à ses yeux, parce qu'il dirigeait une entreprise. Oui. D'accord. Malgré tout cela, j'ai quand même essayé de maintenir une relation décente avec ma famille. Ce n'était pas facile, mais je me disais qu'ils étaient toujours ma famille, en fin de compte. Quand Émilie et moi nous sommes mariés, elle a suggéré de rester près d'eux. Elle pensait qu'il serait bon pour nous d'avoir un système de soutien à proximité, d'autant plus qu'elle n'avait pas de famille à elle. Je n'étais pas ravi de cette idée, mais j'ai accepté, parce que cela comptait beaucoup pour elle. Nous avons acheté une petite maison, à quelques minutes de chez maman. Au début,
je me suis dit que ce ne serait peut-être pas si mal. Maman semblait vraiment beaucoup aimer Émilie. Elle n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais chanceux d'avoir une femme aussi douce et bien élevée. Chloé était géniale, elle aussi. Elle a toujours été la personne normale de la famille. Mais Liam, c'était une autre histoire. Liam avait ce don de tout ramener à lui. Si Émilie faisait un compliment sur quelque chose à la laverie, comme le petit café que maman avait installé dans un coin, Liam agissait comme si c'était son idée, même si tout le monde savait que c'était maman qui maintenait l'endroit à flot. Maman, bien sûr, encourageait tout cela. Elle disait des choses comme « Liam adore passer du temps avec toi, lui aussi. C'est agréable de le voir bien s'entendre avec ta femme. » Bref, les choses semblaient bien aller pendant un certain temps. Émilie et moi nous installions dans la vie conjugale, et je m'adaptais au fait d'avoir ma famille si près. Je pensais avoir tout sous contrôle, mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que lorsqu'il s'agit de ma famille, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles n'y paraissent. En y repensant aujourd'hui, j'ai l'impression que j'aurais dû comprendre beaucoup plus tôt. Au début, cela semblait inoffensif. Liam se montrait trop amical avec Émilie, mais je me disais qu'il essayait juste de tisser des liens, puisqu'elle était nouvelle dans la famille. Il débarquait chez nous à l'improviste, avec du café ou des collations, en disant qu'il se trouvait dans le coin, par hasard. Ou bien, il apportait un outil dont il pensait que nous pourrions avoir besoin, pour la maison, comme une clé anglaise ou un tournevis, même si nous n'avions pas demandé d'aide. Il lui a même acheté un collier cher, une fois. C'était un peu trop, mais j'ai laissé couler. Après tout, c'était mon frère. Pourquoi aurais-je soupçonné quoi que ce soit de bizarre? Émilie n'a pas dit grand-chose à ce sujet, non plus. Du moins, pas au début. Elle souriait, et le remerciait chaque fois qu'il apportait quelque chose, mais je voyais bien qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise. Elle est polie à l'excès, toujours inquiète d'offenser les gens, alors j'ai pensé qu'elle était juste gentille. Honnêtement, je croyais que Liam était simplement maladroit socialement, et qu'il essayait trop fort de se rendre utile. J'ai même plaisanté avec elle, une fois, en disant que Liam avait probablement besoin d'apprendre à comprendre les sous-entendus. Le fait est que Liam ne passait pas juste de temps en temps. Il le faisait beaucoup, genre plusieurs fois par semaine. À un moment donné, je me souviens avoir plaisanté avec Émilie, on ferait aussi bien de lui donner un double des clés, à ce rythme-là. Elle a ri, mais il y avait quelque chose dans son regard qui ne m'a pas plu. J'ai haussé les épaules, parce que là encore, je pensais que je réfléchissais trop. Puis, est arrivé le dîner d'anniversaire de Liam. Maman en a fait toute une histoire, comme elle le fait toujours pour lui. Elle a décoré la maison avec des ballons, a préparé son gâteau préféré, et a même cuisiné un tas de plats qu'elle savait qu'il aimait. C'était un événement typique, où Liam est le centre de l'univers, ce qui n'était pas nouveau pour notre famille. Émilie et moi y sommes allés parce que, eh bien, on ne pouvait pas ne pas y aller. En plus, j'ai pensé que ce serait sympa d'avoir une réunion de famille normale, pour une fois. Le dîner a bien commencé. Nous étions assis autour de la table, tout le monde discutant de choses et d'autres. Liam était dans son humeur suffisante habituelle, faisant des blagues, et s'assurant que la conversation tourne autour de lui. À un moment donné, maman a commencé à parler de la façon dont Liam était spécial, et comment il avait juste besoin de la bonne personne dans sa vie, pour l'aider à se poser. Puis, elle s'est tournée vers Émilie, et a dit, « Quelqu'un comme toi, ma chérie. Tu serais parfaite pour lui. » Je suis resté figé. Émilie avait l'air complètement mal à l'aise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Liam est intervenu avec un grand sourire, et a dit, « Ouais, Émilie, toi et moi aurions été parfaits ensemble. Dommage qu'Éric t'ait tu, en premier. » Tout le monde a ri, comme si c'était juste une blague inoffensive, mais j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai forcé un rire, essayant de faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, j'étais furieux. Qui dit une chose pareille à la femme de son frère? Je voulais le remettre à sa place, sur le champ, mais je ne voulais pas gâcher l'anniversaire. Je me suis dit que je lui en parlerais, plus tard. Sur le chemin du retour, Émilie était silencieuse. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a simplement hoché la tête, en disant qu'elle était fatiguée. Je ne l'ai pas brusquée, mais je n'arrivais pas à arrêter de rejouer la conversation, dans ma tête. La façon dont Liam l'a regardé, quand il a fait ce commentaire, ce n'était pas juste une blague.
Je n'arrivais pas à me défaire du sentiment qu'il se passait autre chose. Quelques jours plus tard, Émilie s'est enfin ouverte. Elle a attendu que nous soyons assis sur le canapé, après le dîner, juste nous deux. Elle a commencé par dire qu'elle ne voulait pas créer de drame, mais qu'elle sentait que je devais savoir ce qui se passait. C'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de la façon dont Liam agissait avec elle. Apparemment, il ne s'agissait pas seulement des visites fréquentes ou des cadeaux aléatoires. Il trouvait des excuses pour se rapprocher, plus près d'elle, se tenant trop près, lui effleurant le bras, essayant même de lui tenir la main une fois, alors qu'il la remerciait pour quelque chose. Il faisait des commentaires qui étaient beaucoup trop personnels, comme lui dire qu'elle avait les plus beaux yeux du monde, ou qu'elle méritait mieux que quelqu'un qui travaillait autant, faisant clairement référence à moi. Elle a dit qu'elle avait essayé de l'ignorer, mais après le dîner d'anniversaire, tout a commencé à sembler trop lourd. Elle ne savait plus comment gérer la situation. J'ai demandé à Émilie pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt, et elle a répondu qu'elle ne voulait pas créer de tension dans la famille. Elle savait à quel point maman prenait toujours le parti de Liam, et ne voulait pas empirer les choses. De plus, elle a dit qu'elle n'était pas sûre que je prendrais cela au sérieux. Cette partie-là a fait mal. Le fait qu'elle ait douté de mon soutien envers elle a fait plus mal que tout ce que Liam avait pu faire. Je l'ai rassurée, en lui disant que je la croyais totalement, et que je n'allais pas laisser passer ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'arrêtais pas de repenser à tout ce qu'elle m'avait dit, ainsi qu'à tous les petits moments que j'avais ignorés ou balayés. Liam se pointant sans invitation, trouvant des excuses pour parler à Émilie, faisant des détours pour faire des choses pour elle. Tout prenait son sens, maintenant. Ce n'était pas juste Liam qui était amical, ou maladroit. C'était quelque chose d'entièrement différent. Le lendemain, j'ai commencé à faire plus attention. Je n'ai rien dit à Liam tout de suite, parce que je voulais voir comment il agissait, quand il pensait que je ne le regardais pas. Et bien sûr, il s'est pointé chez nous cet après-midi-là, avec une excuse bidon, sur le fait qu'il avait besoin d'emprunter un outil. Il m'a à peine regardé, et est allé directement vers Émilie, lui tendant un café et disant « Je me suis dit que tu aurais bien besoin d'un petit remontant. » Elle avait l'air mal à l'aise, mais elle l'a remercié poliment. J'ai serré les mâchoires, essayant de ne pas perdre mon sang-froid, sur place. Après son départ, j'ai dit à Émilie que j'allais lui parler. Elle m'a demandé de ne pas le faire, du moins pas tout de suite. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire dégénérer les choses avant que nous n'ayons un meilleur plan. J'ai accepté, mais ce n'était pas facile. Chaque fois que je voyais Liam après ça, j'avais envie de lui coller mon poing dans la figure. Je détestais la façon dont il agissait comme si tout était normal, comme s'il ne mettait pas ma femme mal à l'aise, à la moindre occasion. À ce stade, je savais que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Quelque chose devait changer. Mais après une semaine à le voir faire ces mêmes numéros, je ne pouvais plus me retenir. J'ai décidé de le confronter. Je l'ai appelé chez moi, en faisant croire que j'avais besoin d'aide, pour quelque chose. Quand il s'est pointé, je n'ai pas perdu de temps. Je lui ai dit que je savais comment il agissait autour d'Émilie, se tenant trop près, faisant des commentaires bizarres, essayant de se retrouver seul avec elle. Au début, il m'a juste regardé, comme s'il ne pouvait pas croire que je le prenais à partie. Puis, il a ri. Il a ri à gorge déployée, comme si je venais de raconter la blague la plus drôle du monde. « Tu es parano, mec », a-t-il dit, en secouant la tête. « Émilie est comme une sœur, pour moi. Je ne ferai jamais rien de bizarre. Tu es juste jaloux, parce que je m'entends mieux avec elle que toi. » Cette dernière partie a touché une corde sensible, mais je suis resté ferme. Je lui ai dit d'arrêter ça, que son comportement mettait Émilie mal à l'aise, et que s'il n'arrêtait pas, nous aurions un sérieux problème. Il a haussé les épaules, a dit que je faisais toute une montagne d'un rien, et est parti sans dire un mot de plus. Après ça, je me suis senti encore plus mal. Liam ne m'avait pas du tout pris au sérieux. Au contraire, il pensait probablement que c'était drôle, que je sois contrarié. J'ai raconté la conversation à Émilie, et bien qu'elle ait apprécié que je prenne sa défense, elle n'a pas été surprise par sa réaction. « Il ne changera pas », a-t-elle dit. Et malheureusement, elle avait raison. Après cette confrontation avec Liam, je savais que les choses devaient changer. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Et honnêtement, la façon dont il en avait ri me faisait bouillir le sang.
Je m'étais retenu, essayant de garder les choses paisibles, mais à ce stade, j'en avais fini. Je savais que nous ne pouvions pas continuer à vivre, si près de lui et de maman. Émilie méritait mieux, que de se sentir prise au piège dans sa propre maison, et je ne pouvais pas continuer à la mettre dans des situations, où elle devait gérer les absurdités de Liam. C'est à ce moment-là, que l'idée de déménager a fait surface. Le timing était presque troublant. Juste au moment où tout cela se passait, j'ai reçu une offre d'emploi, à Kansas City. Ce n'était pas quelque chose que j'avais activement cherché, mais un ancien ami de l'université, qui travaillait dans l'entreprise, avait mentionné mon nom à son patron. Une semaine plus tard, je recevais l'appel. Il voulait quelqu'un avec mes compétences, et proposait une belle augmentation de salaire. Au début, je n'étais pas sûr de vouloir tout déraciner, mais après ce dîner d'anniversaire, et le comportement de plus en plus effrayant de Liam, cela a semblé être un signe. Émilie et moi en avons parlé un soir. Je lui ai parlé de l'offre, et du fait que cela impliquerait de quitter l'État. Elle a immédiatement eu l'air soulagée. « Tu penses que nous pouvons simplement partir, comme ça ?» a-t-elle demandé, sa voix étant un mélange d'espoir et d'hésitation. Je savais ce qu'elle voulait dire. Maman n'allait pas très bien prendre la nouvelle, et Liam. Eh bien, je ne voulais même pas imaginer sa réaction. Mais je lui ai dit que nous ne leur devions rien. Que nous devions faire ce qui était le mieux, pour nous. Nous avons passé les semaines suivantes, à planifier le déménagement. J'ai informé mon travail que j'acceptais l'offre, j'ai donné ma démission à mon ancien emploi, et j'ai commencé à chercher des maisons à Kansas City. Émilie a été incroyable, tout au long du processus. Elle a épluché les annonces, organisé des visites virtuelles, et a même emballé la majeure partie de nos affaires, pendant que je gérais la logistique liée au travail. Nous n'avons rien dit à personne, sauf à Chloé. Elle avait toujours été la personne qui nous soutenait dans la famille, et j'avais confiance en elle, pour ne pas vendre la mèche. Quand j'ai annoncé à maman que nous déménagions, elle a réagi comme si je venais de lui dire que c'était la fin du monde. « Comment ça, vous déménagez ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinante d'incrédulité. « Et la famille ? Tu vas nous abandonner. Et Liam ? Il va avoir le cœur brisé. » Cette dernière phrase m'a fait lever les yeux au ciel, si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester bloqués. « Maman, nous devons faire ce qui est bon pour nous, » ai-je dit fermement. C'est une bonne opportunité pour ma carrière, et c'est ce qu'Émilie et moi voulons. Elle l'a très mal pris. Elle m'a accusé d'abandonner la famille, et a dit qu'Émilie devait être celle qui me poussait à partir. Un comportement typique de maman, toujours à blâmer quelqu'un d'autre, quand les choses ne vont pas dans son sens. Je n'ai pas pris la peine de me disputer avec elle. Cela ne servait à rien. Une fois que maman avait décidé quelque chose, il était impossible de la faire changer d'avis. Heureusement, Liam n'avait pas encore eu vent de nos plans. Je voulais que ça reste ainsi. Le jour de notre départ a été doux amer. Chloé est venue nous aider, à charger le camion de déménagement, et j'ai réalisé que je n'allais plus la voir aussi souvent. Elle m'a serré fort dans ses bras, et a dit « Vous faites ce qu'il faut. Ne laissez personne vous faire culpabiliser pour ça. » Émilie l'a serré dans ses bras également, la remerciant d'être un tel soutien. Chloé a promis de garder notre adresse secrète, et je l'ai cru. Elle avait vu assez de choses du comportement de Liam, pour savoir pourquoi nous devions partir. Le trajet en voiture jusqu'à Kansas City a été long, mais étonnamment paisible. Émilie et moi avons parlé de toutes les choses que nous voulions faire, une fois installés, explorer la ville, trouver de nouveaux passe-temps, peut-être même adopter un chien. Pour la première fois depuis des semaines, Émilie semblait sincèrement heureuse. Elle a même plaisanté sur le fait de décorer la nouvelle maison, avec toutes les fournitures d'art qu'elle avait accumulées. C'était comme un nouveau départ, et j'avais hâte de laisser tous les drames familiaux derrière nous. Nous sommes arrivés à la nouvelle maison, tard dans la soirée. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un confortable T3 dans un quartier calme, mais cela ressemblait à un manoir, comparé au stress dans lequel nous avions vécu. Les jours suivants ont été un tourbillon, de déballage de cartons, d'installation de meubles, et de découverte de la région. Émilie a pris les devants pour la décoration, et je dois dire qu'elle a fait un travail incroyable. À la fin de la semaine, on se sentait vraiment chez soi. Émilie a commencé à se détendre, elle aussi. Elle ne sursautait plus au moindre bruit, et elle a même commencé à mieux dormir. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder un film, elle a posé sa tête sur mon épaule,
et a dit « Je me sens en sécurité, ici ». Ces mots m'ont frappé, plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je n'avais pas réalisé à quel point elle avait gardé les choses pour elle, jusqu'à ce moment-là. J'ai passé mon bras autour d'elle, et je lui ai promis que personne ne nous enlèverait cette tranquillité. Mais, même si j'essayais de me concentrer sur notre nouvelle vie, je ne pouvais pas complètement chasser le sentiment tenace dans un coin de ma tête. Liam. Je ne lui avais pas dit que nous déménagions, et je n'avais eu aucune nouvelle de lui depuis notre départ. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie se demandait combien de temps cela durerait. Maman n'avait pas appelé non plus, ce qui était inhabituel. J'ai pensé qu'elle ruminait encore notre trahison. Émilie et moi avons convenu de ne pas laisser cela nous déranger, cependant. Nous étions déterminés à faire fonctionner ce déménagement, et à construire notre vie loin des dynamiques familiales toxiques qui nous avaient tirés vers le bas. Pour l'instant, au moins, il semble que nous avons le contrôle. Et c'est suffisant pour le moment. Je vous tiendrai au courant, quand Liam découvrira notre déménagement, ou si quelque chose se présente. Mise à jour 1. Salut tout le monde, ça a été la folie, et je me suis dit qu'il était temps de faire une mise à jour. J'aimerais pouvoir dire que tout se passe comme sur des roulettes, depuis notre déménagement à Kansas City, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les choses ont pris une mauvaise tournure, et j'ai du mal à réaliser jusqu'où tout cela est allé. Donc, nous sommes ici depuis quelques semaines, et pour la plupart du temps, cela ressemblait à un nouveau départ. Je pensais que peut-être, juste peut-être, nous avions enfin laissé tous ces drames derrière nous. Eh bien, j'avais tout faux. Cela a commencé il y a quelques jours, quand Émilie a remarqué quelqu'un à l'extérieur. Elle était dans la cuisine en train de déballer de la vaisselle, quand elle a vu Liam faire les 100 pas devant notre maison. Au début, elle a pensé que c'était peut-être juste quelqu'un qui lui ressemblait. Ça n'avait pas de sens, qu'il sache où nous habitions. Mais ensuite, il a sonné à la porte, encore et encore. Il avait un bouquet de roses à la main, et il criait « Émilie, je veux juste parler ». Quand elle me l'a dit, je n'arrivais pas à y croire. Je veux dire, comment avait-il même pu nous trouver? Nous n'avions pas dit à lui, ni à maman, où nous avions déménagé. La seule personne qui savait était Chloé, et j'avais totalement confiance en elle. Mais il était là, debout devant notre maison, comme une sorte de harceleur effrayant. J'ai dit à Émilie de ne pas bouger, et de ne pas ouvrir la porte, pendant que j'appelais la police. Au moment où ils sont arrivés, Liam était parti. Ils ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose qu'ils puissent faire, à moins qu'ils ne reviennent, ou ne profèrent une menace directe, ce qui était frustrant, mais pas surprenant. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Chloé pour comprendre comment diable Liam avait pu nous trouver. Au début, elle était confuse, jurant ses grands dieux qu'elle n'avait rien dit à personne. Mais alors que nous continuions à parler, elle a hésité. Puis, elle a craqué, et m'a dit la vérité. Liam lui avait volé un double de la clé de notre maison, pendant qu'elle nous aidait à emballer. Il a dû trouver notre adresse, sur un courrier ou l'un des cartons de déménagement, et a décidé de garder l'information pour lui. Chloé était absolument mortifiée. Elle s'est excusée encore et encore, disant qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'il avait fait, jusqu'à maintenant. Elle se sentait coupable de ne pas l'avoir surveillé de plus près, mais honnêtement, je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était entièrement la faute de Liam. Il avait franchi la ligne, et j'étais furieux. Mais Chloé ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a aussi raconté d'autres choses, qui m'ont rendu malade. Apparemment, l'obsession de Liam pour Émilie était encore plus profonde que je ne le pensais. Il la prenait secrètement en photo lors des réunions de famille, et certaines étaient carrément effrayantes. Chloé a dit qu'elle avait vu des photos d'Émilie dans notre ancienne maison, assise sur le canapé ou lisant un livre, complètement ignorante que Liam la photographiait. Pire encore, il enregistrait sa voix pendant les conversations, et assemblait de longs fichiers audio, qu'il écoutait en boucle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce n'était plus du simple flirt inoffensif, ou un dépassement de limite. C'était du harcèlement pur et dur. Comment avais-je pu laisser les choses aller si loin? Je savais que Liam avait des problèmes, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il soit capable de quelque chose comme ça. Je n'arrêtais pas de rejouer toutes les fois où j'avais ignoré son comportement, me convainquant que ce n'était pas grave. Mais maintenant, avec tout ce que Chloé m'avait dit, il était clair que Liam était dangereux. Je ne pouvais plus me permettre de baisser la garde. Émilie a été bouleversée,
quand je lui ai raconté ce que Chloé avait dit, mais elle n'a pas été surprise. J'avais le sentiment qu'il y avait autre chose, a-t-elle admis. La façon dont il me regardait, les choses qu'il disait, ça m'a toujours paru louche. Elle m'a remercié de l'avoir prise au sérieux, et de l'avoir défendue, mais je voyais bien que toute cette histoire l'épuisait. Elle a commencé à sursauter au moindre bruit, vérifiant les serrures des portes plusieurs fois, avant de se coucher. Ça me brisait le cœur, de la voir ainsi. Le lendemain, nous avons trouvé d'autres preuves, que Liam nous surveillait. Émilie nettoyait la boîte aux lettres, quand elle a trouvé une lettre qui lui était adressée, avec l'écriture de Liam. C'était décousu et incohérent, rempli de phrases comme « Tu es la seule à me comprendre, et j'attendrai une éternité, s'il le faut ». C'était effrayant à souhait, et cela a confirmé ce que je savais déjà. Liam n'allait pas nous laisser tranquilles. J'ai apporté la lettre à la police, mais encore une fois, ils ont dit qu'ils avaient les mains liées, à moins que Liam ne profère une menace directe, ou ne se montre à nouveau. Ils ont suggéré de demander une ordonnance de restriction, ce que nous étudions, mais c'est une procédure longue. En attendant, nous avons installé des caméras de sécurité autour de la maison, et j'ai commencé à tout documenter, chaque lettre, chaque texto, chaque incident. Je veux m'assurer que nous ayons autant de preuves que possible, si la situation s'aggrave. Maman, bien sûr, n'aide pas. Quand je lui ai raconté ce que Liam avait fait, elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Il est juste contrarié, a-t-elle dit. Vous n'auriez pas dû déménager loin, sans le lui dire. Il ne sait pas comment gérer ça. Elle a même eu le culot de blâmer Émilie, en disant, si elle n'avait pas été si gentille avec lui, il ne se serait pas fait de fausses idées. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Gentille. Émilie était polie, parce qu'elle ne voulait pas causer de drame. Et maintenant, maman utilisait cela, comme une excuse pour le comportement de Liam. Je lui ai dit qu'elle devait se réveiller, et réaliser que Liam n'était pas juste trop sensible, mais qu'il harcelait ma femme. Maman m'a raccroché au nez, après ça, et n'a pas rappelé depuis. Émilie et moi essayons de rester forts, mais c'est difficile. Elle a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux, et elle ne va presque nulle part, toute seule. J'ai commencé à travailler de la maison plus souvent, parce que je ne veux pas la laisser seule. Chaque fois que je quitte la maison, je me surprends à regarder par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à voir Liam rôder dans les parages. C'est épuisant, et on a l'impression que peu importe la distance, nous ne pourrons jamais lui échapper. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais une chose est claire. Liam n'est pas juste un grand enfant immature avec un petit béguin. Il est dangereux, et je ferai tout ce qu'il faut, pour protéger Émilie de lui. Ce n'est plus seulement un drame familial. C'est un problème de sécurité. Je vous tiendrai tous au courant, de l'évolution de la situation. Pour l'instant, nous nous concentrons juste sur notre sécurité, et essayons de déterminer nos prochaines étapes. Mise à jour 2. Salut tout le monde, je suis de retour avec une autre mise à jour. Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais Liam m'a encore prouvé le contraire. À ce stade, j'ai l'impression que nous vivons dans un mauvais film, sauf qu'il n'y a pas de bouton d'arrêt. Honnêtement, je suis épuisé, et Émilie tient à peine le coup. J'ai juste besoin de vider mon sac, alors allons-y. Le premier incident s'est produit environ une semaine après mon dernier message. Émilie avait commencé à reprendre sa routine habituelle, essayant d'agir comme si tout était normal. Elle ne voulait pas se sentir prisonnière, dans sa propre maison, ce que je comprenais tout à fait. Un matin, elle est allée à son magasin de fournitures d'art préféré. C'est une petite boutique indépendante, à environ 15 minutes, et elle adore y aller pour flâner et s'inspirer. Elle n'a rien remarqué d'inhabituel au début, mais en partant, elle a vu la voiture de Liam, garée de l'autre côté de la rue. Au début, elle a pensé qu'elle imaginait peut-être des choses. Elle s'est dit que ça pouvait être quelqu'un, avec une voiture similaire. Mais quand elle est montée dans sa voiture et a commencé à conduire, il l'a suivie. Il n'a même pas essayé de s'en cacher. Il est resté à quelques longueurs de voiture derrière elle, pendant tout le trajet du retour. Elle m'a appelé pendant qu'elle conduisait, la voix tremblante, et a dit « Je crois qu'il me suit ». Je lui ai dit de rester calme, de rentrer directement à la maison, et que je la rejoindrais dans l'allée. Quand elle s'est garée, la voiture de Liam n'était nulle part en vue. Il a dû tourner, avant qu'elle n'arrive à la maison, mais le mal était déjà fait. Émilie était en larmes, tremblant si fort, qu'elle pouvait à peine sortir de la voiture.
Je l'ai tenue dans mes bras pendant ce qui a semblé être une éternité, avant de l'aider à rentrer. Elle n'arrêtait pas de dire « Je n'aurais pas dû sortir. J'aurais dû rester à la maison. » J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas de sa faute, que c'était Liam qui était en tort, mais elle ne voulait rien entendre. Nous avons signalé l'incident à la police, mais là encore, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, sans preuve concrète qu'il la harcelait. Ils ont suggéré que nous tenions un journal de tout, et que nous les informions, si cela se reproduisait. J'ai demandé si nous pouvions obtenir un traceur GPS pour la voiture d'Emily, juste au cas où nous aurions besoin de prouver qu'il la suivait. L'officier a dit que c'était une bonne idée, alors nous en avons commandé un, le jour même. L'incident suivant a été encore plus effrayant. Emily avait commencé à aller dans un parc voisin, le matin, pour se vider la tête et prendre l'air. Elle se disait que c'était sûr, parce qu'il y avait toujours du monde avec des joggeurs, des promeneurs de chiens, et des familles. Un matin, elle s'est assise près de l'étang, dessinant dans son carnet, quand elle a entendu quelqu'un appeler son nom. Elle a levé les yeux, et il était là. Liam, assis sur un banc pas très loin d'elle, la regardant comme s'il avait été là tout le temps. Emily a paniqué. Elle a attrapé ses affaires, et a commencé à marcher vers sa voiture, mais Liam l'a suivie. Il n'a rien dit, il a juste continué à marcher, quelques pas derrière elle. Quand elle est arrivée à sa voiture, elle a verrouillé les portes, et est partie. Il n'a pas essayé de l'arrêter, mais elle a dit que l'expression sur son visage suffisait à la hanter pendant des jours. Elle a dit qu'il avait l'air calme, comme s'il ne faisait rien de mal, comme si c'était tout à fait normal pour lui d'être là. Quand elle est rentrée à la maison, et m'a raconté ça, j'étais livide. Je n'arrivais pas à croire qu'il l'avait trouvé au parc. C'était comme s'il surveillait ses moindres faits et gestes. Je suis allé directement au poste de police, et j'ai exigé de savoir pourquoi ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ont dit qu'ils comprenaient ma frustration, mais ont répété que nous avions besoin de plus de preuves, pour monter un dossier solide pour harcèlement, ou traque. Je leur ai montré les données du traceur GPS du premier incident, et je leur ai parlé du parc. Ils ont dit que ça aidait, mais que nous avions encore besoin de plus. À ce stade, Emily avait trop peur de quitter la maison seule. Elle a annulé ses projets de retour au travail, disant à son patron qu'elle avait besoin de plus de temps libre. Son patron a été incroyablement compréhensif, et a même proposé de demander à quelqu'un de filtrer son courrier et ses appels téléphoniques au travail, si elle décidait de revenir. Emily était reconnaissante, mais je voyais bien que ce n'était pas suffisant pour apaiser son anxiété. Elle a commencé à faire des cauchemars, se réveillant au milieu de la nuit en pleurant, ou en cherchant son souffle. C'est comme si Liam était partout, même quand il n'était pas physiquement là. Une nuit, je l'ai surprise assise par terre dans le couloir, fixant simplement la porte d'entrée. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, et elle a dit, « Je m'assure juste qu'elle est bien verrouillée. » Ça m'a brisé le cœur de la voir ainsi. Elle avait toujours été si forte, si indépendante, et maintenant, elle avait peur d'être dans sa propre maison. Je lui ai promis que je ferais tout ce qu'il fallait pour la garder en sécurité. Mais honnêtement, j'avais peur, moi aussi. Pas pour moi, mais pour elle. Je ne savais plus de quoi Liam était capable. Nous avons décidé de faire quelques changements dans la maison, pour aider Emily à se sentir plus en sécurité. Nous avons acheté de meilleures serrures, pour toutes les portes et fenêtres, ajouté des lumières à détecteur de mouvement à l'extérieur, et même installé une caméra de sonnette, qui nous alerte chaque fois que quelqu'un s'approche de la porte d'entrée. J'ai aussi mis en place un système, où elle pouvait appuyer sur un bouton de son téléphone, pour déclencher une alarme, si elle ne se sentait jamais en sécurité. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Maman, bien sûr, n'aidait en rien. Elle m'a appelé quelques jours après l'incident du parc, pour me dire que je réagissais de manière excessive. Elle a dit que Liam essayait juste d'arranger les choses, et que je faisais toute une montagne d'un rien. Je lui ai dit de rester en dehors de ça, qu'elle le confortait dans son attitude, et empirait la situation. Elle s'est mise sur la défensive, en disant « C'est mon fils. Je ne peux pas, juste lui tourner le dos. » J'ai eu envie de lui hurler dessus, mais j'ai préféré raccrocher. Je ne pouvais plus supporter ses excuses. En ce moment, nous essayons juste de vivre, un jour après l'autre. Emily a commencé une thérapie, pour l'aider avec son anxiété, et je fais de mon mieux pour être là pour elle. C'est épuisant, mais je sais que nous nous en sortirons. Liam pense peut-être qu'il peut nous contrôler, mais il se trompe. Nous n'allons pas le laisser gagner.
Je ferai une nouvelle mise à jour, si quoi que ce soit d'autre se passe. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire, et donné des conseils. Ça compte plus que vous ne le pensez. Mise à jour 3. Je suis de retour avec une autre mise à jour, et honnêtement, je ne sais même pas par où commencer. Tout ressemble à un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Je pensais que les choses étaient mauvaises avant, mais ce qui s'est passé récemment a porté le niveau d'horreur à un tout autre stade. J'essaie encore de tout assimiler, alors soyez indulgents avec moi. Cela a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Nous avons dîné, regardé un peu la télé, et sommes allés nous coucher vers 22 heures. Comme toujours, nous avons revérifié les serrures, et nous nous sommes assurés que le système d'alarme était armé. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais mal à l'aise, alors que nous nous préparions à dormir. J'ai même plaisanté avec Émilie, peut-être que je deviens parano, parce que je n'arrêtais pas de jeter des regards à la porte d'entrée. Elle m'a juste fait un petit sourire, et a dit, mieux vaut être parano qu'imprudent. Je ne sais pas depuis combien de temps nous dormions, quand c'est arrivé. J'ai été réveillé par les cris d'Émilie, un son qui m'a glacé le sang. Je me suis redressé dans le lit, désorienté, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors que je l'ai vu. Liam. Il était assis sur une chaise, qu'il avait dû traîner depuis la cuisine, positionnée juste à côté du lit d'Émilie. Il lui tenait la main, murmurant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. L'expression sur le visage de ma femme était de la terreur pure. Pendant une seconde, j'ai cru que je rêvais. Comment diable était-il entré? Les portes étaient verrouillées. Les fenêtres étaient fermées. Tout était sécurisé. Mais il était là, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mon corps a bougé, avant que mon cerveau ne puisse rattraper le coup. J'ai sauté du lit, et me suis jeté sur lui, renversant la chaise, et l'envoyant s'étaler sur le sol. Il a essayé de se défendre, mais je ne me suis pas retenu, cette fois. Je l'ai cloué au sol, et j'ai crié à Émilie d'appeler le 911. Pendant que je le maintenais là, il n'arrêtait pas de marmonner la même chose, encore et encore. Elle est à moi. Tu ne la mérites pas. Sa voix était calme, presque robotique, comme s'il croyait vraiment ce qu'il disait. Ce fut l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Je ne sais pas combien de temps il a fallu à la police pour arriver, probablement seulement quelques minutes, mais cela a semblé durer une éternité. Quand ils sont enfin apparus, ils ont soulevé Liam du sol, l'ont menotté, et ont commencé à poser des questions. C'est là que nous avons appris comment il était entré. Il nous surveillait depuis des semaines, observant nos routines, et attendant le moment parfait. Il avait réussi à trouver un moyen de couper l'électricité, avant d'entrer, pour que les alarmes ne se déclenchent pas. La police a également trouvé un sac de sport, qu'il avait apporté avec lui. À l'intérieur, il y avait du ruban adhésif, des colliers de serrage, une bouteille de chloroforme, et voici la partie qui me rend encore malade, une alliance. Il avait également pris une photo encadrée d'Émilie, dans notre salon, et l'avait mise dans le sac, comme une sorte de trophée. Toute cette affaire était au-delà du dérangeant. Alors qu'il l'emmenait, Liam m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, ce n'est pas fini. Je ne sais pas si c'était destiné à me faire peur, ou s'il croyait vraiment qu'il aurait une autre chance, mais cela m'a donné des frissons dans le dos. Émilie, pendant ce temps, était assise par terre, tremblante et en pleurs. Je ne l'avais jamais vue aussi effrayée. Ça m'a brisé le cœur. Les heures qui ont suivi ont été un flou de rapports de police, de questions, et de tentatives pour réconforter Émilie. Elle n'arrêtait pas de demander, comment est-ce allé si loin? Comment a-t-il pu faire ça? Et honnêtement, je n'avais aucune réponse. J'avais l'impression d'avoir échoué, comme si j'aurais dû faire plus pour la protéger. La police nous a assuré que Liam serait détenu sans caution, en raison de la nature de l'incident, mais ce n'était pas d'un grand réconfort sur le moment. Les répercussions ont été lourdes. Émilie n'a pas pu dormir, depuis cette nuit-là. Elle sursaute au moindre bruit, et n'arrête pas de dire qu'elle a l'impression qu'il la surveille encore, même si nous savons qu'il est en garde à vue. Son thérapeute a essayé de l'aider, mais ce genre de traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle a même parlé de vouloir déménager à nouveau, parce qu'elle ne supporte pas l'idée de rester dans cette maison, après ce qui s'est passé. Je ne lui en veux pas. Chaque fois que j'entre dans la chambre, je vois cette chaise posée sur le sol, et je pense à la façon dont nous avons frôlé quelque chose de bien pire. J'ai également dû faire face à maman, qui,
sans surprise, est en plein déni. Quand je l'ai appelée pour lui dire ce qui s'était passé, elle a en fait essayé de défendre Liam. Ce n'est pas une mauvaise personne, a-t-elle dit. Il est juste perdu, et a besoin d'aide. Perdu. Le type est entré par effraction chez moi au milieu de la nuit, avec du ruban adhésif et du chloroforme. Je lui ai dit qu'elle devait se réveiller, et réaliser que Liam n'était plus seulement son petit bébé. Il était dangereux. Elle s'est énervée, et m'a accusé d'essayer de ruiner sa vie. À ce moment-là, j'ai raccroché. Je ne peux pas continuer à gaspiller mon énergie, avec ces excuses. Nous portons plainte, bien sûr. La police semble prendre cela au sérieux, surtout avec toutes les preuves qu'ils ont trouvées dans le sac de Liam. Ils nous ont assuré qu'il ferait face à une peine de prison importante, mais l'idée qu'il puisse être dehors un jour, me terrifie toujours. J'ai également engagé un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires, pour m'assurer que tout est géré correctement. Je veux m'assurer que Liam paie pour ce qu'il a fait, pas seulement à nous, mais à Emily en particulier. Elle ne méritait rien de tout cela. En ce moment, Emily a commencé à dormir dans la chambre d'amis, parce qu'elle n'arrive pas à se résoudre, à retourner dans la chambre à coucher. J'ai dormi sur le canapé à proximité, pour qu'elle ne se sente pas seule. Nous envisageons de déménager à nouveau, même si l'idée de tout emballer et de recommencer, est épuisante. Mais si cela aide Emily à se sentir en sécurité, je le ferai sans hésitation. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. Il y a un an, je n'étais qu'un type qui avait épousé l'amour de sa vie, et qui voulait construire un avenir ensemble. Maintenant, je dois gérer des ordonnances de restriction, des rapports de police, et un frère qui est devenu un véritable harceleur. C'est surréaliste, et pas dans le bon sens. Bref, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire, et offert leur soutien. Cela a été une bouée de sauvetage, pendant tout ça. Je ferai une nouvelle mise à jour, quand nous en saurons plus sur les charges, et ce qui va se passer ensuite. Pour l'instant, nous nous concentrons juste sur notre sécurité, et sur la façon de traverser chaque jour. Mise à jour 4. Salut tout le monde, ceci sera probablement ma dernière mise à jour. Il s'est passé beaucoup de choses, et honnêtement, nous voulons juste mettre ce chapitre derrière nous, et avancer dans nos vies. Je ne saurais trop vous remercier, pour vos conseils et votre soutien. Cela a signifié plus que je ne peux le dire. Le procès de Liam a eu lieu, quelques mois après l'effraction. Il a été accusé de harcèlement, d'effraction, et de tentative d'enlèvement. Les preuves étaient accablantes, en particulier avec le sac de sport, ses enregistrements d'Emily, et les entrées de journal effrayantes, qu'ils ont trouvées chez lui. Il a plaidé coupable, et le juge l'a condamné à 4 ans de prison. Honnêtement, j'aurais aimé que ce soit plus long, mais au moins, il est hors de nos vies pour l'instant. Maman n'y a pas échappé non plus. Au cours de l'enquête, il est apparu qu'elle avait fourni à Liam des informations sur la routine d'Emily, et l'avait encouragé à la conquérir. Elle était même au courant de ses plans. Il est également apparu que Liam avait harcelé d'autres femmes, avant Emily. Maman les avait payées pour qu'elle se taise, pensant que le mariage le guérirait. Le tribunal l'a vu d'un autre œil. Elle a été inculpée comme complice, et condamnée à 3 ans de mise à l'épreuve. Elle n'a pas le droit d'entrer en contact avec nous, ce qui est honnêtement la meilleure partie. Quant à nous, nous avons décidé de rester à Kansas City, mais nous avons déménagé dans une nouvelle maison, de l'autre côté de la ville. Emily ne supportait pas de rester dans l'ancien endroit, après tout ce qui s'était passé, et je ne lui en voulais pas. Elle fait toujours face au traumatisme. Elle a coupé ses cheveux courts et les a teints, disant qu'elle ne voulait pas ressembler à la personne qui obsédait Liam. Elle a également commencé à porter des vêtements plus amples, même si cela me brise le cœur de voir qu'elle ressent le besoin de changer son apparence, pour se sentir en sécurité. La thérapie aide, cependant, et elle commence lentement à regagner sa confiance en elle. Nous avons coupé tout contact avec maman, Liam, et la majeure partie de la famille. Chloé est la seule à qui nous parlons encore. Elle a été un roc à travers tout cela, et a même témoigné contre maman et Liam au tribunal. Le reste de la famille, ils pensent toujours que nous réagissons de manière excessive, disant des choses comme « la famille, c'est la famille, et Liam a besoin de soutien, pas de punition ». Ouais, non merci. La vie n'est pas parfaite, mais elle s'améliore. Emily a repris le travail à temps partiel, et nous nous concentrons sur la reconstruction de nos vies. J'ai beaucoup appris à travers tout ça,
principalement que partager le même sang ne signifie pas que vous devez sacrifier votre paix ou votre sécurité, pour qui que ce soit. Parfois, la famille dans laquelle vous êtes né, n'est pas celle que vous devriez garder. Émilie et moi construisons notre propre version de la famille, une famille bâtie sur l'amour et le respect, pas sur la toxicité et les excuses. Merci encore à tous ceux qui ont été là à travers ce désordre. Vos mots d'encouragement nous ont aidés à traverser des moments vraiment sombres. Prenez soin de vous, et si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, n'attendez pas pour agir. Faites confiance à votre instinct, protégez votre tranquillité d'esprit, et n'ayez pas peur de tourner les talons. Restez en sécurité, tout le monde.